CEAPS, Centre ésotérique des avatars philosophiques et spirituels, vous présente. Protection spirituelle. On va continuer dans notre côté métaphysique. Alors on a vu qu'on a une descente, chute des anges et remontée spirituelle. Alors de tout ça, on peut bien sûr tirer de nombreux pentacles ou talismans. On verra la différence entre les pentacles et les talismans. Voilà, on a donc, je vais le mettre à peu près visible. Alors, le schéma, il existe à peu près sur votre fascicule, mais on n'a pas les couleurs, qui sont les couleurs traditionnelles. Donc, sur ce schéma, d'un côté, nous avons ce qu'on a dit tout à l'heure, la descente des anges, feu, orange, air, jaune, eau, vert et terre bleue, et l'assomption et la remontée par les minéraux que nous avons colorés bleu, les végétaux colorés vert, les animaux colorés jaune et les hommes colorés orange. Remontée. Ça descend, ça remonte. C'est une loi de miroir. Nous voyons bien entendu que nous avons les mêmes couleurs entre la terre et les minéraux, entre l'eau et les végétaux, entre l'air et les animaux, entre le feu et les hommes. Et c'est vrai que la terre, les minéraux sont plutôt par terre. C'est vrai que les végétaux ont besoin d'eau pour pousser, d'autres choses aussi, mais ils ont besoin souvent d'eau. Les animaux respirent de l'air, on a même des animaux qui vivent dans l'air, ce sont les oiseaux. Et le feu a bien été domestiqué par les hommes, physiquement. Alors les différentes sortes de feu, le feu de cheminée, et puis le feu nucléaire, récemment. Donc on a quand même une corrélation de ces choses-là. Le véhicule est aussi représenté par la couleur bleue sur nous. Oui, parce que quand on regarde physiquement un océan, quand on regarde la Terre de loin, on voit du bleu. Mais sur un plan plus alchimique, l'eau sera verte, la Terre sera bleue, etc. Là, ce sont les couleurs. Bon, vous regarderez dans le livre sur le 36 un petit peu pourquoi, la raison de cet ordre de couleurs. C'est en fait l'arc-en-ciel qui nous donne. L'élément le plus subtil, c'est le feu. Le plus lourd, c'est la terre. La couleur la plus froide, c'est le bleu. Et la plus chaude, c'est le rouge. Ce ne sont pas les couleurs physiques, ce sont les couleurs plus alchimiques. Mais on s'aperçoit qu'on a beaucoup de végétaux qui sont verts quand même. Regardez, les hommes, on les met en orange. Orange et rouge. Notre sang est rouge. Le sang des animaux aussi. Le sang des végétaux est plutôt vert. C'est la sève. Mais ce ne sont que des correspondances secondaires. Si on a une loi de miroir de haut en bas, pourquoi n'aurait-on pas une loi de miroir de gauche à droite? Parce que dès l'instant où nous, on est dans ce monde créé-là, les forces vont circuler. Avec le même schéma, qui va nous expliquer une petite chose supplémentaire. Nous avons donc tracé de la terre vers les minéraux une flèche, ici rouge, de l'eau vers les végétaux une flèche de la même couleur, de l'air vers les animaux une flèche, du feu vers les hommes une flèche. Ce sont en fait la circulation, je dirais, des esprits de la terre, enfin de l'élément alchimique terre, proviennent des esprits des minéraux. De l'élément alchimique eau proviennent les esprits des végétaux. De l'élément alchimique air, de la cloison air, proviennent les esprits des animaux. Et de l'élément alchimique feu
proviennent les esprits des hommes. Nous avons ici un cloisonnement. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait la création de manière anarchique. L'esprit d'un minéral ne peut pas se retrouver chez un animal, puisque, par correspondance naturelle, par loi d'aimantation naturelle, l'esprit de ces animaux provient de l'élément alchimique air. Alors, vous allez me dire, métaphysiquement ou théologiquement, c'est une expression de quelque chose. Elle n'est pas à prendre, je dirais, c'est pas un schéma à prendre à la lettre. C'est un schéma qui est juste, mais qu'il faudrait ouvrir à des degrés supérieurs. L'éther, en fait, qui est l'élément d'origine, qui est l'élément spirituel, en luttant contre lui-même, crée le feu. En luttant contre lui-même, crée l'air, etc. Mais l'éther est le seul matériau qui existe. C'est-à-dire que nous allons considérer que dans le feu, on a 50% d'éther et 50% d'azote. À chaque fois, on a une loi de 50%. Ce qui signifie que plus on va descendre, plus le pourcentage d'éther va diminuer, mais il existera quand même. D'où le fait que l'esprit, l'étincelle d'éther sera au niveau de l'élément alchimique terre, et donc il pourra véritablement fournir aux minéraux une forme d'esprit, primitif, non finalisé. Alors nous pouvons voir également que cette chute créatrice est numérée. Elle est chiffrée. On a 5 éléments qui descendent d'un côté. On a 3 règnes, plus 1, plus le 4e, l'homme qui remonte. On parlait de 50% tout à l'heure, 50% d'azote, 50% d'éther pour constituer le feu. Donc nous avons des proportions alchimiques qui vont nous être données ici. Et un alchimiste qui cherche la pierre philosophale doit être au courant de ces proportions pour pouvoir doser ces feux, ces mélanges. Parce que qu'est-ce qu'un alchimiste qui cherche la pierre philosophale? Ou qu'est-ce que la pierre philosophale? Mais c'est tout simplement refaire le geste de Dieu. Si je veux refaire le geste de Dieu, c'est pas en étant simplement empirique et en tentant des mélanges les uns sur les autres. C'est plutôt en comprenant déjà la métaphysique de cette descente, la métaphysique de la théologie. Un alchimiste, pour moi, doit d'abord être théologien, comprendre parfaitement la mécanique spirituelle et ensuite l'appliquer dans la matière, en faisant des choses différentes, en prenant des éléments différents, végétaux, minéraux ou autres. Mais sinon on cherche en vain, on cherche comme un scientifique. Le scientifique, lui, il ne s'intéresse pas à la métaphysique, le scientifique, il s'intéresse simplement à mélanger des substances, et de temps en temps, ça fonctionne. Donc comme il y a des milliers de scientifiques qui cherchent, il y en a qui trouvent. Ils ne trouvent pas forcément ce qu'ils cherchaient, mais ils trouvent des choses. Et en trouvant des choses, on a des chauffages qui sont plus performants, on a des voitures qui vont plus vite, on a des carburants, on a tout un tas de choses, bonnes ou mauvaises. La démarche alchimique doit être différente. La démarche alchimique, ça part de l'éther. En fait, l'alchimiste, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre quelque part, opérativement ou symboliquement, de l'éther, en faire du feu, en faire de l'air, en faire de l'eau, en faire de la terre, pour pouvoir ensuite l'absorber physiquement. D'où la connaissance de ses proportions, etc. Et un mage qui veut faire un pentacle, c'est beaucoup plus intéressant s'il a connaissance également de ces choses. Donc ce n'est pas une rébellion anarchique, mais une descente orchestrée et surtout numérée. Nous allons y venir. Un pentacle est donc un miroir d'une force spirituelle qui va aboutir plus tard aux 36 arches. Donc, nécessité de comprendre les forces en action et comment ces forces ont des interactions les unes envers les autres
pour que mon pentacle soit efficace. Alors on a aussi, si on regarde un petit peu si certains connaissent les demeures philosophales de Fukanemi, on a la symbolique du H, de la lettre H. Parce qu'on a chute des anges d'un côté, remontée après de l'autre côté, mais on a aussi des interactions qui viennent de la chute de manière horizontale. Donc on a une verticale qui descend, une verticale qui monte, et une ou des horizontales qui coupent. Donc la lettre H que nous utilisons est intéressante. Et si on jette un petit coup d'œil sur le logo des éditions, des célèbres éditions Auger Vert, que vous connaissez tous, on a, c'est vrai, ça c'est curieux, une colonne verte, une colonne rouge, et puis quelque chose au milieu qui symbolise, qui peut symboliser un H. On reviendra après un peu sur ces choses-là. Mais dans un logo, je vais éviter d'effleurer le sujet, mais dans un logo, on a par exemple une descente verte et puis une remontée rouge, et puis des choses au milieu. On verra ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors donc, comme je vous l'ai dit, du réservoir feu proviennent les esprits des hommes. Donc, on tord le cou aux idées de métempsychose. Métempsychose, c'est qu'un mauvais homme se réincarne en animal. Bon, il y a une légende tibétaine, mais attention, c'est plutôt une histoire humoristique qui vont se raconter là-bas. Un lama qui a rompu ses vœux se réincarne en shih tzu. Un petit chien avec le nez écrasé. Les shih tzus, c'est les croisements entre les Lhasa et les Pékinois. Bon, c'est vrai que j'ai un shih tzu chez moi parce que j'ai vu dans son regard la sagesse. Et quand j'ai une question métaphysique à me poser, je demande à mon chien. Il me répond par un vide. Donc ça, c'est pas possible. Qu'un lama qui a rompu ses vœux se réincarne en chien. Ou qu'un chien puissant, enfin qu'un chien qui a réussi à sauver des humains, un Saint-Bernard par exemple, je m'appelle Bernard aussi, qu'un Saint-Bernard se réincarne en être humain. Bon, ça a été, je dirais, une mauvaise interprétation de certains textes. Qu'est-ce qu'on a aussi qui peut... Alors voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le système spirituel est cloisonné. Parce que sinon, ce serait l'anarchie. Donc, il est cloisonné. À partir de là, dans le bocal humain, un homme va évoluer. Dans un bocal, mon poisson rouge, il peut être au fond du bocal, ou donc être dans la vase, y rester toute sa vie, ou nager dans le bocal. Mais mon poisson rouge est assigné à son bocal. Donc moi, en tant qu'homme, je suis assigné à rester un homme. Mon chien, il est assigné à rester un chien, etc. Donc métempsychose, c'est des phénomènes de réincarnation qui ne respectent pas la loi de miroir du Créateur. Le Créateur, il a créé un fils. Ce fils a créé une Vierge éternelle. Mais la Vierge éternelle n'est pas le fils. Elle ne peut pas devenir le fils. Et le fils, l'archétype, ne pourra jamais détrôner son propre père et prendre sa place, parce qu'il est le fils. Donc on a un système qui est quand même relativement cloisonné, heureusement. Alors l'esprit de l'homme, un jour on fera peut-être un stage sur ces phénomènes de circulation des esprits, de réincarnation, mais un petit peu comment ça fonctionne. Mais donc l'esprit de l'homme provient du feu, et puis une fois que l'incarnation est terminée, l'esprit de l'homme retourne au feu. Alors, ça tord le cou un petit peu aussi aux cosmogonies qui vont vers l'infini, des humains qui deviennent après des anges, qui deviennent après des planètes, des soleils,
qui deviennent après des galaxies, etc. etc. On est des êtres humains, on a vu comment on essaie une planète, que l'homme est fils de cette planète, donc l'homme n'émigrera jamais sur une autre planète, même spirituellement. Spirituellement, dans les flancs de Notre-Dame, tous les matériaux sont disponibles pour que nous y évoluions, sans devenir des martiens ou autre chose. Alors c'est pareil, la migration humaine sur d'autres mondes, que ce soit spirituellement ou avec des mécaniques, c'est relativement vain, parce que c'est pas en immigrant sur une autre planète que je vais aller au paradis. Mon paradis est de la Terre. Si je vais sur une autre planète, je serai sans doute obligé d'avoir un scaphandre. Donc, je serai dans un milieu qui me sera hostile. Et même, si je trouvais une machine à remonter le temps, et que je me projetais à l'époque des dinosaures, comme dans certains films de Jurassic Park et autres, eh bien, il faut savoir que les dinosaures respiraient un air qui serait toxique pour les humains de notre époque. Donc, même sur notre planète, à un instant donné, les proportions entre l'azote, l'oxygène, etc., les gaz que nous respirons, changent. Donc un dinosaure qui passerait une porte temporelle, il serait tout de suite asphyxié. Et nous, pareil. Voilà. Donc on est sur un fil de rasoir. On est, disent certains, je crois que c'est Lancelot, dans les Chevaliers de la Table Ronde, etc., on est sur un siège périlleux. On vit aujourd'hui entre moins 30 degrés et plus 30. Bon, si ça fait plus 50, on commence à avoir du mal, et puis si ça descend trop bas aussi. Donc, on est sur un siège périlleux, on est sur un fil de rasoir, et sur ce fil de rasoir, on se sauve ou pas. Donc, inutile d'aller sur d'autres planètes. C'est pareil, l'idée de l'origine extraterrestre des humains, c'est-à-dire des extraterrestres sont venus, ils ont fait des enfants sur Terre, et puis c'est de là qu'est l'origine de la race humaine. Ça ne sert à rien, puisque la planète a créé ses propres minéraux, a créé ses propres végétaux, a créé ses propres animaux, et maintenant a créé son règne humain. Donc nous n'avons pas d'origine extraterrestre. Et d'avoir une origine extraterrestre ne ferait que reculer le problème, parce que ces extraterrestres, d'où ils viennent? D'une autre planète. Et comment cette autre planète a-t-elle fait pour les créer? Tout est possible dans notre univers. C'est créer quelque chose. C'est inutile. Donc, en fait, ces extraterrestres, il y a bien un moment où c'est une planète qui les a créés, issue du règne animal. Et comme Dieu est omnipotent, donc tout puissant, et la Vierge universelle, la Vierge éternelle, est capable de créer des enfants à son image, dans son propre ventre. Donc, tenant tous les éléments pour que ça remonte et pour fabriquer des êtres humains et puis des initiés, et puis etc., etc. Donc, origine extraterrestre des humains, c'est amusant. Il y a certains qui s'en sont servis pour se faire des bases d'atterrissage, avec des piscines, avec hôtel 4 étoiles, etc. Et en attendant l'arrivée des extraterrestres, eh bien, ils jouent aux cartes, ils attendent, donc toutes les bâtisses sont occupées par les membres du groupe depuis les années 70. Donc, bon. Mais c'est bien, ils ont raison. Après tout, chacun voit midi à sa porte. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Oui, question. Une petite réflexion. On n'aurait pas là justement la diffraction de la lumière en fait blanche au départ, qui vient se scinder comme au travers du prisme qui se fait notre planète en plusieurs couleurs. Et les couleurs de l'arc-en-ciel notamment. On peut le voir comme ça. Mais attention, là. De l'orange naît le jaune, du jaune naît le vert, du vert naît le bleu. C'est une descente non pas physique, parce que la diffraction de la lumière c'est quand même assez physique. Là c'est une descente plus alchimique ou théologique. C'est la descente des anges. Donc c'est vrai que ça ne colle pas parfaitement sur le plan de la matière. Mais on est dans la théologie, on n'est pas dans le... Alors il y a des applications pratiques qui y collent, plus ou moins bien. Donc, tout ça, ce sont des pentacles. Alors un pentacle, donc, doit entrer en résonance avec ses forces. C'est ça le but du pentacle. Entrer en résonance, donc être un parfait miroir de la loi
du Créateur. Plus mon pentacle sera en miroir avec ça, plus il entrera en résonance et plus il captera des forces. Parce que c'est le but du jeu, c'est d'arriver à entrer en résonance. La grande loi magique ou théurgique, c'est le phénomène de résonance. Si j'arrive à entrer en résonance avec Dieu, je vais nul avoir besoin de tout ça et de toutes ces explications, mais je vais les savoir de nature. Mais comme je ne suis qu'un être humain limité, je suis obligé d'aller à l'école, de me poser des questions et puis d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir un peu artificiellement entrer en résonance avec les lois de l'univers. Et tout ce que nous faisons, un pentacle c'est une béquille. Mais s'il me manque une jambe, je serais bien heureux de trouver une béquille. Donc on est tous des unijambistes, des borgnes, etc. Donc, le pentacle est un miroir par rapport à la loi du Créateur. Donc votre œuvre, pentacle, est à votre image, nous l'avons déjà vu. Et alors une chose très importante, si vous possédez une connaissance erronée des lois de l'univers, automatiquement, les dieux ou les anges vont rire de vous. Vos croyances ne seront pas fondées sur de la théologie ou sur de la métaphysique, donc ce seront des hérésies. Mais on va dire, peu importe, être hérétique, est-ce mal, est-ce bien? Peu importe sur le plan horizontal d'être un hérétique. Et ce qu'il faut surtout, c'est ne pas être un hérétique sur le plan spirituel si on veut faire un pentacle qui tienne la route. Parce que si par exemple je crois que je suis la réincarnation d'un chien et que je fais un pentacle en ayant cette pensée en moi, mon pentacle sera boiteux. Parce que je ne peux pas théologiquement être la réincarnation d'un chien. Pour ça, il faut que je le sache. Et si je le crois, parce qu'on est tous passés par là, on a tous cru des choses qui étaient fausses, il faut que j'essaye de comprendre par moi-même pourquoi c'est pas possible. À partir de là, je vais évoluer. Dans mon système, je vais, comme on disait au début du stage, laisser des fausses croyances à la poubelle pour essayer de comprendre comment fonctionne l'univers, et là, mon pentacle sera plus efficace. Si je fais une opération, je dis une messe, une opération de théurgie, en étant sûr que je suis la réincarnation de Rasputin ou de Nefertiti, ou comme j'ai vu à la télé récemment un couturier qui a pris le fil de la réincarnation, lui il disait, mais moi je suis la réincarnation d'une drag queen du XVIIIe siècle. Drag queen, c'est les hommes qui se peignent en femmes, mais de manière complètement outrancière. Ils se mettent des talons qui font 20 cm, enfin bon. Ah oui, mais si je suis certain de ça et que je vais prier Dieu, Dieu va bien rire de moi. Il va me dire, attends, avant de me prier, commence par retourner à l'école, mets-toi les idées en place et tu reviendras. Je ne serai pas en résonance avec la loi. Donc ma prière ne fonctionnera pas, elle sera mal entendue. Donc, si on a des croyances non fondées, eh ben notre pentacle sera dissonant, donc il aura un mauvais fonctionnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionnera pas du tout. Ça ne veut pas dire, parce que vous avez, par exemple, un bon magnétiseur qui croit à des choses qui n'existent pas. Mais s'il a un fort magnétisme, il guérira une plaie. Mais c'est pas parce qu'on peut guérir une plaie qu'on a une bonne théologie derrière soi. Un karatéka qui va s'entraîner à casser des briques pendant 10 ans, même si c'est un abruti intérieurement, s'il a l'entraînement, s'il a la dureté de la main, s'il a le positionnement, etc., il va réussir à casser sa brique. Mais ce n'est pas la preuve que c'est un être évolué. Donc, surtout ne pas confondre le pouvoir dans la matière et l'évolution spirituelle. Sinon, le sorcier n'aurait pas de pouvoir. Et le sorcier a des pouvoirs, bien que c'est un être qui n'est pas évolué. Alors, on va bientôt faire notre pause. Y a-t-il des questions sur ce que nous avons vu ce matin? Alors, surtout, rassurez-vous, c'était la partie la plus difficile, de manière à descendre les plans et de manière après à pouvoir parler de quelque chose en ayant des bases. Alors, y a-t-il des questions? Pas de questions? Très bien, alors on va boucler l'enregistrement ici. Alors nous signalons
Alors on reprend le stage, hein. Il y a eu quelques petites coupures là sur le CD, et nous signalons à nos amis qui sont en train de nous écouter sur l'enregistrement qu'ils ont bien failli ne pas avoir la suite du stage. Alors, donc, pentacle et talisman. C'est pas la même chose, et on le verra tout à l'heure comme la question qui nous a été posée. Pentacle, est-ce qu'on doit l'écrire avec un E ou avec un A? Donc un pentacle avec un A sera plutôt de la famille des talismans, donc des forces naturelles, et un pentacle avec un E, qui vient de penta, donc 5, donc des nombres, va plutôt être signé plus spirituellement. On va y revenir. Il faut une source d'énergie à mon pentacle, sinon il va se nourrir sur moi. Donc, dans toute opération magique, théurgique, philosophique, alchimique, on va prendre la force de la nature pour l'utiliser. C'est la différence qui existe entre faire tirer une charrette par un cheval et tirer moi-même la charrette. La charrette avancera dans les deux cas. Par contre, dans l'une des deux situations, je serai épuisé et je ne vais pas aller très loin. Et dans l'autre situation, si j'utilise une force de la nature, un cheval, eh bien, ma charrette va avancer beaucoup mieux parce que le cheval est prédisposé par Dieu pour tirer ma charrette. Alors, les sources d'énergie peuvent être de plusieurs natures. Donc, ça peut être l'opérateur, ça peut être, comme nous l'avons vu, l'un des 5 éléments, ça peut être également l'un des 4 règnes. Ça peut être aussi une force personnifiée. Par exemple, les dieux des religions païennes. Alors, on en a des multitudes. On prend dans les religions romaines, on prend dans les religions grecques, on prend dans les religions... Et on a des sources d'énergie. Mais attention, dès l'instant où on fonctionne avec un égrégore humain, il faudra donner et on recevra peut-être la monnaie de sa pièce. Par contre, pour tout pentacle, la première phase, ça va être d'amorcer la pompe à énergie. Et pour amorcer cette pompe à énergie, pour attirer un esprit, entre guillemets, ou un ange, eh bien il va falloir aimanter. Et le catalyseur de cette réaction, ça va quand même être l'opérateur, ça va quand même être vous. Donc, pour amorcer le système, pour amorcer votre pentacle, même si celui-ci a été fait le mieux possible, bah vous devez quand même devenir un aimant plus puissant que la moyenne. C'est comme quand on veut siphonner de l'essence dans un réservoir, on va devoir amorcer, c'est-à-dire aspirer par le tuyau, de manière à amorcer le système. Votre pentacle, il faudra l'amorcer. C'est un petit peu le principe de la bouteille dans laquelle on verse de l'eau. La bouteille, ça va être l'amorce, le germe de départ que vous allez mettre dans votre pentacle. C'est pour ça qu'un pentacle, il va falloir l'aimer, il va falloir le chérir, il va falloir le charger pour qu'il puisse être un aimant suffisant pour après se brancher sur autre chose. Exactement comme un bébé qui va téter le sein de sa mère avant de pouvoir être sevré, être autonome et se nourrir sur la nature ambiante. Au démarrage, il se nourrit sur sa mère. Il y a votre pentacle, au démarrage, vous allez devoir lui donner le biberon, lui donner la tétée du nourrisson. Donc, si on a une bouteille avec de l'eau dedans, la bouteille, ce sera l'amorce, ce sera le catalyseur, ce sera le départ, et l'eau qui est dedans, ce sera la force spirituelle qui va pouvoir s'accrocher sur ce germe. Donc, si j'ai une bouteille, je peux mettre de l'eau dedans. Si j'ai pas de bouteille, j'aurais du mal à mettre l'eau quelque part. Donc, pour devenir un aimant plus puissant que la moyenne, il y a deux techniques qui sont extrêmement importantes. Vous avez l'aspect tellurique, c'est-à-dire emmagasiner la puissance tellurique de la planète. Et deuxièmement, ce qu'on a fait ce matin, l'étude théologique et spirituelle. Donc le travail d'un moine, moderne, qui peut être dans la vie courante, qui peut être marié, mais ce travail sera donc d'étudier la théologie, la métaphysique comme on l'a vu, donc d'essayer de se casser la tête sur des problèmes complexes de Dieu, de la mécanique de Dieu, et deuxièmement, un travail beaucoup plus physique que nous allons voir,
de manière à accumuler la puissance énergétique planétaire. Et on va revoir ce que certains d'entre vous qui ont déjà assisté au stage ont vu et revu plusieurs fois. Il s'agit de la technique d'une sorte de rituel respiratoire qui nous permet d'accumuler de l'énergie et donc, de par ce moyen, être plus puissant. Donc, si j'accumule de l'énergie en moi, je vais pouvoir non seulement faire un exorcisme de personnes, un exorcisme de lieux, mais je vais également pouvoir, en quelque sorte, amorcer, prémagnétiser ma médaille ou mon pentacle, de manière à lui donner ce germe sur lequel va pouvoir ensuite s'accrocher la force spirituelle. Alors, la technique de captation tellurique, on va la voir assez rapidement. Vous l'avez en détail dans le fascicule qui vous sera donné. Alors, c'est un entraînement qui dure entre 20 et 30 minutes, qu'il faut faire tous les jours. Oui, question, non? Pas de question? Ok. Donc, il faut faire impérativement tous les jours. C'est un petit peu comme à la caisse d'épargne, vous mettez 1 franc par jour sur votre livret, et bien, au bout d'un certain nombre de semaines, au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, vous avez un potentiel financier, et dans notre cas, vous avez un potentiel énergétique que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre d'un rituel quelconque. Alors, le principe est le suivant. Nous avons vu le principe de charge tellurique. Nous avons vu que notre planète est soumise à 2 forces. Une force éthérique qui va du cosmos vers l'intérieur de notre sphère, une force centripète, et une force centrifuge d'explosion. Or, cet azote, ce tellurisme qui est emprisonné au plus profond de notre planète, a bien sûr tendance à vouloir exploser, à vouloir sortir. Et cette force va être conduite par les failles, par les filons métallifères, etc. etc. C'est le tellurisme qui va avoir tendance à remonter à la surface de la planète. Ça, c'est une énergie qui est purement du domaine du pouvoir ou du domaine de l'aspect magnétique des choses. Ce n'est pas l'énergie spirituelle, mais je vais avoir besoin de ce magnétisme pour être en bonne santé, pour être capable d'action, que ce soit un exorcisme ou autre chose. J'ai besoin de cette énergie tellurique pour agir dans la matière. Et pour agir dans l'esprit, j'ai besoin de la force énergétique de l'éther. En fait, j'ai besoin des deux. Et en chargeant des deux, je vais pouvoir réaliser une force troisième, une sorte de griffon. Donc, cet azote, c'est le tellurisme qui sort. Or, le principe que nous allons devoir mettre en place, en sachant que les pointillés représentent la surface de la Terre, ici à l'intérieur, donc sous ces pointillés, c'est le tellurisme, c'est l'azote, qui va avoir tendance à remonter, eh bien mon opérateur va devoir capter le tellurisme pour en redistribuer une partie sur son pentacle afin de l'amorcer. Loi de miroir. Donc à ce moment-là, l'opérateur est une forme de lune de l'azote. Donc l'opérateur pompe le tellurisme, en redonne une partie à son pentacle pour l'amorcer. Et l'autre partie de tellurisme, vous la gardez sur vous, et ça vous permet d'être en meilleure santé, d'avoir plus de puissance, d'avoir plus d'énergie, d'être mieux dans votre esprit, d'avoir plus de chance, etc. etc. Alors il y a donc un ancien rituel qui est plus ou moins connu, qui circule dans plus ou moins de traditions, qui a été récupéré dans les années 50 par un groupe de chercheurs qui ont été voir les chamans, qui ont été voir les Chinois, qui ont travaillé avec le Chan, qui ont travaillé avec un certain nombre de choses, et ils ont été récupérer une forme de technique énergétique de charge. Alors certains se sont attribués en disant que c'était
qu'ils avaient découvert cette technique eux-mêmes, etc. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe sans doute depuis plusieurs siècles, voire plus longtemps. Le principe est le suivant. Nous allons nous allonger, tête au nord, pied au sud. Alors, comme tout rituel, je ne le répéterai pas, mais vous devez être pieds nus, ne pas porter de tissu synthétique, donc éviter les bas, les collants, tout ce qui est en nylon, éviter tout ce qui est montre, bracelet, collier, etc. Chaîne, vous ne portez pas de pentacle quand vous faites une opération de charge énergétique. Être pieds nus de manière à être bien en contact avec le sol. Première phase de cette charge énergétique, ça va être d'accumuler, de préparer votre corps à l'accumulation énergétique qui va suivre. Donc, phase 1, vous êtes allongé sur le sol, tête vers le nord, pied vers le sud, de manière à être dans l'axe magnétique terrestre. Vos pieds écartés d'une trentaine de centimètres, vêtements naturels, etc. Vos bras reposent en croix, paume vers le ciel. Tous ces détails vous seront redonnés dans le fascicule, donc pas la peine de noter. Vous devez vous mettre en état de calme énergétique complet, de calme mental, c'est-à-dire ne pas penser. Mais ne pas penser non pas en visualisant un écran blanc, mais en n'accordant aucune attention à vos pensées. Pour les gens qui ont déjà un certain entraînement, que ce soit en sophrologie, en yoga, etc., ou en magnétisme, vous avez déjà le principe. Le principe, c'est que quand il y a une pensée qui traverse notre esprit, on n'y accorde aucune importance. On la laisse passer. On n'essaye pas de la repousser, on la laisse traverser l'esprit. Et en étant indifférent à cette pensée, elle va bien sûr être remplacée par une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et quand notre émotionnel aura épuisé tout son stock, il n'y a plus rien. Et donc là, on est en état de calme mental. Donc c'est pas par un effort volontaire que nous vidons notre esprit, c'est par une indifférence complète. Quand vous êtes dans cet état-là, ou quand vous vous en approchez, vous allez inspirer et expirer, parce qu'on va travailler la respiration. Donc vous inspirez par le nez en visualisant une lumière blanche qui va entrer dans les poumons, qui va emplir votre corps. On inspire, alors on peut inspirer de la façon de la respiration complète en 3 phases. Vous gonflez le ventre, la partie moyenne des poumons, puis vous faites passer l'air en haut des poumons. Donc on gonfle les poumons complètement. Et à l'expiration, on va prononcer un vocable qui sera A, E, I, O, OU. Alors ça nous donne la chose suivante. J'inspire par le ventre, la partie moyenne, le haut des poumons, et j'expire. En ne pensant à rien. Je rince et inspire à nouveau. Et je recommence pendant une dizaine de minutes. Alors ça permet de commencer à m'entraîner à la prononciation des vocables. C'est un très bon entraînement à la prononciation des exorcismes qui doivent se dire sur le même ton, grave et lent. Ça mobilise mes énergies et ça fait un certain nombre de choses très intéressantes. Deuxième phase, je vais prendre, de manière à capter les énergies que je désire accumuler, une petite sphère de plomb et une plaque de métal, de fer, plutôt du fer doux, mieux que de l'acier. Ma main droite est la main qui va donner l'énergie. Quand je donne une poignée de main, je donne ma main droite. La main gauche est la main qui va capter l'énergie. De manière à différencier, à mieux aimanter cette forme de tellurisme, je vais tenir dans ma main gauche une plaquette de fer doux. Les dimensions sont un peu à votre discrétion. Sur la plaquette, je vous propose une petite les dimensions qui fassent 6 cm sur 6 cm. Bon, le petit lingot là que je vous présente, il doit faire 4 cm sur 7 ou 8, avec peut-être 5 mm d'épaisseur. Il faut faire quelque chose qui tienne correctement dans la main.
et qui va s'appuyer de préférence sur les phalanges, donc sur les doigts. De la main gauche, puisque la main gauche est la main qui capte l'énergie. La main droite va utiliser une petite boule de plomb, de manière à bloquer la sortie énergétique. Le plomb bloque, le plomb est une forme d'isolant. Alors, une boule de plomb qui soit de la forme de la taille d'une balle de ping-pong. Ça peut être un peu moins grand, ça peut être un peu plus grand. Pour ceux qui sont pas trop bricoleurs, vous trouvez dans les magasins d'articles de pêche des espèces de poires pour la pêche au gros, des poires qui font 200 ou 250 grammes. Vous achetez une poire, vous mettez un coup de scie ou même vous gardez la poire entière dès l'instant où vous avez du plomb dans la main droite, ça suffit. Alors, donc, deuxième phase de mon exercice, je mets ma plaquette de fer sur les phalanges de la main gauche, je ferme mon poing droit sur la boule de plomb, je ramène les pieds vers les fesses de manière à avoir la plante des pieds bien à plat sur le sol, et je commence des respirations complètes. Je ne pense plus à rien, je ne fais plus de vocable. J'ouvre les yeux, première partie on avait les yeux fermés, j'ouvre les yeux. Alors soit je fais des respirations rapides si j'ai l'entraînement qui convient, respiration rapide par le ventre, qui peut nous donner ceci. Et comme il va falloir quand même tenir un minimum de 5 minutes, c'est de la respiration rapide. Alors si je n'ai pas l'entraînement adéquat, je vais plutôt faire des respirations profondes. On inspire par le nez, on rejette par la bouche. Ce qui compte, ça va être le volume d'air en un laps de temps donné. Plus je fais passer d'air dans mes poumons dans ces 5 minutes, plus l'exercice va être efficace. Donc, les deux défauts, c'est de faire des respirations les deux défauts dans le cadre de cet exercice. Ce serait de faire des respirations trop lentes, donc de respirer, d'inspirer très lentement et d'expirer excessivement lentement aussi. C'est un exercice plus dynamique. Ou alors de faire des très courtes respirations par le ventre. Là, j'ai très peu d'air qui va circuler. L'important, c'est le volume d'air qui va entrer et sortir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai fait un petit dessin pour vous donner une idée. Donc, un petit bonhomme qui se trouve allongé par terre. Donc, j'ai marqué droite. Le petit bonhomme, il est comme ça. Donc, la main droite est à sa droite et la main gauche est à sa gauche. Donc, vous le voyez à l'envers. Donc, il a sa boule de plomb. Que vont faire les énergies? Les énergies vont entrer côté gauche, par le petit lingot de plomb. Ça va rentrer également par les jambes, par les pieds. Et ça va rentrer, entre autres, par la main gauche. Qu'est-ce qui va se passer? Comme notre corps est habitué naturellement à expulser par la droite et à prendre par la gauche, les énergies vont avoir tendance à sortir par cette main droite. Si vous avez la boule de plomb, ça va les bloquer et ça va les faire revenir dans le corps. Et là, ces énergies vont se répartir. Donc, deuxième phase, ça va être la phase où je vais pomper, comme les personnages d'un dessin animé bien connu. Nous allons pomper, pomper et pomper de manière à accumuler. Pendant 5 à 10 minutes. Quand ces 5 à 10 minutes sont passées, je vais réaliser la troisième phase de mon exercice. Troisième phase, je vais croiser les avant-bras, je vais croiser les chevilles, je vais continuer. Pendant à nouveau 5 à 10 minutes. Donc nous avons un exercice qui est sur un premier degré, donc simplement de charge
de l'opérateur va durer entre 20 et 30 minutes. Quand vous allez réaliser cet exercice pour la première fois, vous allez quand même être relativement secoué. C'est un exercice et un entraînement difficile, relativement physique. Donc, je vous propose d'y aller quand même doucement. C'est un entraînement qu'il faut réaliser une fois par jour. Alors, quand vous aurez un petit peu l'habitude, au bout de quelques jours, quelques semaines, bon, de pratiquer cet exercice en 3 phases, on va y inclure une 4e phase qui va être la phase de charge du pentacle. Donc ça, c'est l'aspect que tous ceux qui ont commencé cet entraînement respiratoire n'ont pas encore. Donc, 2e type d'exercice. Donc là, vous tirez un trait, hein, et on passe exercice pour charger un pentacle. Pour amorcer un pentacle, attention, il ne va pas s'agir de faire 50 exercices de charge sur notre pentacle, mais d'en faire quelques-uns de manière à bien l'amorcer. Donc, 2e type d'exercice. Première phase, même chose. Vous inspirez profondément, vous visualisez une lumière blanche qui vous emplit et vous expirez en prononçant le vocable sur un air grave et lent de manière à bien faire vibrer votre cage thoracique. 2e partie. Vous prenez dans votre main droite non plus la boule de plomb, mais l'objet à charger. Alors, il est vrai que vous pouvez adapter cet exercice pour charger n'importe quoi. Un cristal, un bijou, une plante, etc. Vous prenez dans votre main droite l'objet à charger, en sachant que c'est dans la main droite que vont aboutir les énergies. Vous avez dans votre main gauche le petit lingot ou la petite plaquette de métal. Vous pliez les jambes exactement de la même façon et vous allez en faisant le vide en vous faire passer les énergies dans votre pentacle. Donc cet exercice pour amorcer le pentacle, vous le faites au maximum 7 fois, pas plus. 7 fois 30 minutes. Voilà. Une fois par jour, c'est bien. Pour ceux, je dirais, qui ont déjà un entraînement, vous faites votre entraînement normal et puis vous rajoutez un exercice pour charger le pentacle. Donc, phase numéro 2, avec votre pentacle dans la main droite. Phase numéro 3, je pose mon pentacle sur le sol à côté de moi, je prends ma boule de plomb et je continue l'exercice. Donc je me fais une seconde, 2e phase, qu'on va appeler phase 3, exactement dans la même position, pour, après avoir chargé le pentacle, me charger moi. Parce que je ne dois pas me dévitaliser au profit du médaillon. Je continue pendant 5 à 10 minutes. Comme tout à l'heure. Et ensuite, 4e phase, je croise les bras, je croise les jambes, et à nouveau, pendant 5 à 10 minutes. Donc c'est exactement le même exercice dans lequel vous rajoutez une phase. Donc au lieu d'avoir un exercice qui va durer de 20 à 30 minutes, vous aurez un exercice qui va durer de 25 à 40 minutes. À la fin, vous laissez le métal retomber, vous dépliez les bras, vous dépliez les jambes et doucement, vous allez vous relever. Alors, vous pouvez ressentir du fourmillement, du picotement, la tête qui tourne, etc. Alors, vous avez, sans entraînement, vous avez 2 phénomènes qui vont se présenter à vous. Vous avez des phénomènes de suroxygénation qui ne sont pas intéressantes et qui vont, ces phénomènes vont disparaître au fur et à mesure de l'entraînement. Alors, comme très souvent qu'on respire fort mal dans notre société, c'est sûr que la première fois qu'on fait cet exercice, on a la tête qui tourne, on voit des étoiles, on voit plein de choses. C'est pas ésotérique, ça. C'est intoxication par l'oxygène. Voilà, c'est un peu trop d'oxygène. Donc, quand vous commencez à sentir ce genre de phénomène,
vous diminuez. Le but n'est pas d'avoir des effets spectaculaires, le but est d'avoir des effets énergétiques. Et surtout donc de ne pas vous relever rapidement, mais de vous relever doucement. Alors, ça va nous servir donc durant ces 7 jours à amorcer le pentacle. Et après, on va l'utiliser autrement. Alors, je ne reviendrai pas au cours du stage sur cet amorçage du pentacle. Par contre, vous l'intégrerez vous-même dans la préparation au moment où vous sentez qu'il faut le mettre. Vous pouvez ne pas utiliser cette technique. Mais moi, j'aime bien, quand je fais quelque chose, m'entourer de tous les éléments pour que ce soit le plus efficace possible. Quand je vais conduire ma voiture, je vais mettre la ceinture de sécurité, je vais regarder si l'airbag est enclenché, je vais regarder s'il y a assez d'huile dans le moteur, je vais faire tout pour que tout se passe bien. Dans un rituel, en général, c'est mieux de réaliser la même chose. Il y a des moments plus efficaces pour le réaliser, alors, ou des endroits comme la nature. Alors, oui, il peut y avoir des endroits plus intéressants, c'est dans le jardin, c'est dans la nature, c'est au sommet d'une montagne, c'est à côté d'un menhir, parce qu'il y aura beaucoup plus d'énergie. Par contre, même dans votre chambre ou même à l'intérieur, vous aurez un résultat. Parce que ce qu'on risque d'avoir, c'est que j'ai fait cette expérience-là une fois avec un ami, j'avais déjà un très gros entraînement respiratoire sur cette technique, puisque j'arrivais à faire 4, 5 ou 6 entraînements respiratoires par jour, à raison de 30 minutes, donc ça faisait, mettons, 3 heures de respiration. Un jour, avec un ami, on a été au flanc d'une espèce de petite colline, mais dans un lieu qui devait être particulièrement tellurique. On s'est installé sur la corniche, on a commencé notre respiration. Au bout de 15 minutes, j'ai été incapable de continuer l'exercice, tellement il y avait de flux énergétique qui circulait, alors que j'étais capable de faire 3 heures ailleurs. Mais là, 15 minutes, j'y arrivais plus. Donc, c'est pas forcément utile de chercher l'endroit le plus énergétique possible, parce que vous n'allez pas pouvoir y rester, vous n'allez pas pouvoir tenir la charge. Donc, dans mon jardin, c'est déjà très bien. Oui. Oui, et si on est gaucher, ça revient même. Voilà. Si on est gaucher, on prend quand même la boule dans la main droite et la plaquette dans la main gauche. Mais il y a des périodes dans le mois, en fonction éventuellement de la lune. Oui. Alors, le matin, moi j'aime bien faire cet entraînement le matin, parce que toutes les énergies sont en train de monter. Il y a des périodes de l'année où ce sera plus puissant, printemps et en été. Il y a des périodes de la lune où ce sera plus puissant, lune montante et surtout pleine lune. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de captation des énergies telluriques. Or, le tellurisme suit les rivières souterraines. Or, on sait que l'eau est en correspondance naturelle avec la Lune. Par exemple, la Lune, c'est elle qui fait les marées. Donc, la Lune va avoir un impact sur l'eau, sur le plan physique, mais également sur le plan occulte. Donc, les rivières souterraines seront différentes sur le plan énergétique en pleine Lune, qu'en Lune noire ou qu'en nouvelle Lune. Alors ça, ce sont des cycles. Mais comme il est préconisé de faire cet entraînement régulièrement, une fois par jour, au minimum, en pleine lune, ce sera plus fort, et en nouvelle lune, ce sera moins fort. Mais vous allez réguler, en fait, ces différents pics et ces différentes descentes. Autre question. Oui. On croise comment les bras dans le Saint-Esprit ou les bougies? Alors, on va placer d'abord la main droite sur l'épaule gauche, ensuite la main gauche sur l'épaule droite. C'est ce que j'ai toujours fait, c'est comme ça que je l'ai appris. Maintenant, est-ce que ça a un effet de le faire autrement? Peut-être, peut-être pas. J'ai déjà par exemple j'avais pas de boussole un jour, j'ai fait cet entraînement par terre, je me suis trompé, j'ai mis la tête au sud et les pieds au nord. Ça a très bien fonctionné. J'ai un ami, au lieu d'avoir un petit lingot de métal, il l'a fait avec des vieilles clés, vous savez, les grosses clés qu'on utilise. Ça fonctionne. Donc, si personnellement vous sentez que vous devez plutôt croiser les bras et les pieds d'une certaine manière, faites-le. Mais je ne pense pas que ça intervienne énormément sur l'énergie qui va être intégrée. Oui. Le lingot de métal, c'est du fer. C'est du fer. Alors c'est mieux du fer doux. Si vous ne trouvez pas de fer doux, parce que bon, le fer c'est souvent, c'est selon je crois le pourcentage de carbone, ça dérive plus ou moins vers l'acier. L'acier fonctionne, mais
c'est mieux d'aller vers le fer. Oui, on s'en procure Comme dans la maison de bricolage, il y a des grandes barres de fer plates, on en a acheté une, voilà, pour faire mon son. D'accord. Vous distribuez à vos petits camarades. Maison de bricolage. Oui. Plus de place aussi. Est-ce qu'on peut garder le morceau de fer plus longtemps? Oui, Pendant on peut. Une année, 2 ans? Garder le morceau de fer une année dans la main. Non, pardon. Utiliser le même. Ah, moi, c'est un morceau de fer. Bon, je sais pas quel âge il a. Ma première plaquette, elle a été utilisée pendant des années. Ça, c'est ma première boule de plomb. Ça fait, je sais pas, 10 ans, 12 ans que je respire avec. Alors, c'est sûr qu'elle est chargée. Si on a quelqu'un qui fait un peu de On radiesthésie, là, peut le garder aussi longtemps, si possible. dès l'instant où il n'y a pas de tache de rouille ou bon. De bord tranchant. Hein. Alors ça va devenir, c'est sûr que vos outils personnels vont devenir des objets qui vont être saturés en énergie. Alors, autre question. Oui, par rapport à la respiration, vous inspirez par le nez, vous expirez par la bouche. Oui. Il y a une raison. Ainsi, quand on expire par le nez. Alors, il y a d'autres techniques respiratoires. Même cet entraînement peut être travaillé autrement. Mais on va éviter, bon, il y a une technique qui consiste à inspirer par la narine droite, à expirer par la narine gauche, puis à inspirer par la narine gauche pour expirer par la droite, de manière à réaliser un équilibre. Bon, pour des non-spécialistes de la respiration, je conseille de la faire, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Il y a la même respiration qui s'appelle Kapalabhati en yoga, où on inspire par le nez et on expire par le nez. Oui, En mais- expulsant puissamment. Voilà, bon, après, vous pouvez adapter cet exercice. Hein, là, on n'est pas en fait dans un dogmatisme sans frontières, c'est à chacun de ressentir les choses. J'ai personnellement travaillé cet exercice respiratoire pendant des années et j'en ai vu l'efficacité. Et tous les gens auxquels j'ai conseillé de travailler cet exercice respiratoire, tel que je viens de vous l'expliquer, donc de manière assez simple, ont eu des effets énergétiques intéressants. C'est un yoga occidentalisé, donc moins raffiné, mais un peu plus violent dans les effets directs qu'on veut en obtenir. C'est pas réellement du yoga, c'est plutôt les techniques chamaniques ou les techniques de nos ancêtres les Gaulois, si nos ancêtres étaient des Gaulois, qui devaient se battre contre les autres, les opérateurs, des batailles de village, etc. Donc il fallait une efficacité. Donc moins de raffinement, c'est plus les barbares. Par contre, c'est très puissant. Et au bout d'un certain temps d'entraînement, si vous le faites de manière réelle et continuelle, il y a des choses qui se passent. Il y a une refonte énergétique de l'individu. Il y a les nadis qui s'ouvrent, etc., etc. Comme ce n'est pas un stage sur ce sujet, on passe un petit peu rapidement. Par contre, faites-le. Et puis après, si vous avez des questions plus particulières, n'hésitez pas à me téléphoner. Oui. Disons parce que les rythmes rentrent par la gauche, quoi. Oui. Est-ce que rentre aussi par la... Par la plante des pieds? Ouais. Oui, ça rentre partout. Bon, dire que ça rentre par la gauche, c'est un petit peu symbolique. Ça va peut-être plus rentrer par la gauche. On a peut-être 50% qui va rentrer par la main gauche, et puis 20% qui va rentrer par la plante des pieds, puis le reste, ça va rentrer par les pores de la peau, par un peu partout. Je ne vais pas donner trop d'explications intellectuelles à cet entraînement. Il faut le faire et en constater les effets. Après, le reste, ça devient de la littérature. Moi, je sens vraiment quand ça rentre par le pied. Ça rentre par les pieds, oui. Alors, toi, tu vas sentir que ça rentre par les pieds. Moi, je vais sentir que ça rentre par les bras, par les mains. Un autre, il va sentir que ça rentre bien par le nez et ça lui inonde le corps. Un autre, il va sentir que ça rentre par tous les pores de la peau. Et puis, ce qui compte, c'est de le faire. Par contre, de ne pas le forcer. Hein, si vous vous sentez, parce que, attention, on va faire monter les énergies. Si vous sentez qu'à la fin de l'exercice, vous êtes mal, allez-y très doucement, parce que vous pouvez aussi avoir une résurgence des blocages énergétiques intérieurs qui font qu'à un moment, on a déjà eu des gens quand on faisait des stages et qu'on pratiquait cet exercice ensemble, on a eu 1 ou 2 personnes, c'est rare, mais qui se sont retrouvées à la fin de l'entraînement en crise de larmes, parce que, bon, il y avait une espèce d'émotionnel qui remontait, mais c'est pas le but, hein, de faire des effets de crise de larmes ou de se retrouver collé. On a aussi une fois un ami, il s'est retrouvé collé par terre, il était incapable de bouger, de se décoller, comme s'il y a des racines qui s'étaient comme s'il était à moitié fondu au sol. Alors on a attendu et puis bon, après ça a été
ça a été mieux. Alors ça, c'est pour amorcer le pentacle. La phase de la charge du pentacle dure combien de temps? 10 minutes aussi? 10 minutes aussi, oui. Et on fait ça que 7 jours. Oui. Parce que on pourrait, quelqu'un qui veut dire oui, mais moi je veux soigner mon voisin, donc je vais mettre la photo de mon voisin dans la main droite. Oui, on peut le faire. Mais attention, que votre voisin ne devienne pas après votre vampire. Donc il y a un moment où on va expérimenter des choses, mais il y a un moment où on ne va pas aller trop loin. Parce qu'après, après tout, on n'a pas parmi nous, heureusement, mais un sorcier va se dire bah oui, moi je vais prendre la statuette de mon ennemi dans la main droite. Puis en même temps que je vais respirer, je vais visualiser des mauvaises choses. Je déconseille très fortement parce que ce sorcier serait en résonance émotionnelle directe avec son ennemi. Et puis le jour où son ennemi va venir nous voir, parce qu'il a lu un livre, et puis il dit ah, je me sens pas bien, il faut m'exorciser. Alors il va venir voir vous, voir Daniel, voir quelqu'un, et vous allez l'exorciser. Ben là, le sorcier il va reprendre tout en multiplié par 10. Donc, on évite certaines adaptations. Mais vous avez des sorciers qui travaillent comme ça, hein, attention. Et c'est puissant. Parce que là, il n'est plus question de rituel, il n'est plus question de planter des aiguilles, il est question simplement d'énergétique. Et c'est bien pire. Si un jour vous faites un exorcisme sur quelqu'un, vous vous rendrez compte que si le sorcier qui a envoyé l'envoûtement pratique de cette manière-là, c'est bien pire que tous les rituels d'invocation à Lucifer, à Satan, à Belzébu et compagnie. Parce que ça, c'est des envoûtements faibles. Le tellurisme, c'est plus dangereux. Par contre, l'opérateur est en droite ligne. Donc quand ça revient aussi de manière plus puissante. Alors donc ça, on ne va pas revenir sur cet exercice, mais par contre, importance de le réaliser tous les jours. Et dans votre pentacle, quand vous l'aurez, après les petits rituels de nettoyage que nous verrons, eh bien vous lui faites une petite charge énergétique. Et si vous avez par exemple également prévu une petite médaille pour les enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour protéger un petit peu la famille, vous pouvez faire une petite charge de cette nature. On verra après la manipulation. Dites-moi, oui. Sur le fascicule, ce qu'on a dit à développer là. Tout ce qu'on a développé là sur la charge d'énergie, c'est sur le fascicule. Nous allons donc maintenant placer le pentacle dans l'histoire de l'humanité. Ça remonte extrêmement loin. Alors, ce qu'il faut avoir conscience également, c'est que les vieilles pratiques ou les vieilles méthodes sont en général des méthodes efficaces. Les méthodes qui ont traversé les âges sont des méthodes qui étaient utiles. Qu'est-ce que voulait l'homme, que ce soit l'Égyptien, que ce soit l'homme du Moyen-Âge, ou que ce soit avant? C'était des méthodes efficaces pour survivre. À une certaine époque, on faisait des rituels sur les champs, sur les récoltes, sur les cultures, parce que c'était vital, parce que si le champ ne produisait pas suffisamment de blé, c'était la famine. Donc les techniques magiques qui nous viennent des âges reculés sont des techniques qui sont souvent efficaces et utilitaires. Nous, on peut faire des méthodes magiques qui ne fonctionnent pas, mais qui sont très belles. On va faire des beaux rituels, on va faire des belles choses, parce qu'on n'a pas une utilité vitale. Cet entraînement respiratoire dont nous avons parlé, qui nous vient de sans doute très loin, était une technique vitale. Les opérateurs à l'époque des druides, à l'époque des Gaulois, n'avaient pas de temps à perdre. Et celui qui était le plus faible, eh ben, il mourait. Donc c'était loi de la sélection naturelle. Alors, l'initié doit travailler simultanément sur 3 plans pour être efficace. Le premier plan, c'est le plan philosophique, compréhension des arcanes. C'est ce qu'on a vu ce matin, théologie, le non-temps, le non-espace, l'incompréhensible, le compréhensible, la manifestation, le Père, le Fils, la Vierge éternelle, etc. Donc c'est se casser la tête sur des problèmes métaphysiques, sur des problèmes théologiques, de manière à comprendre. On a 2 hommes qui nous ont donné un exemple assez intéressant,
c'était saint Augustin et saint Thomas d'Aquin. Deux grands théologiens. Ils se sont combattus toute leur vie. Pourquoi? On va dire pourquoi Dieu a-t-il donné à notre planète deux grands théologiens? Il les a mis en même temps. Au lieu d'être copains, ils se sont combattus. Ils se sont fait des raisonnements pour annuler les raisonnements de l'autre. Alors l'un disait que Dieu était tout-puissant, donc l'autre il essayait de prouver que Dieu n'était pas tout-puissant, etc. Pourquoi ces querelles et quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que ça les a obligés tous les deux à chercher dans leur tête, à travailler cette théologie, cette métaphysique, beaucoup plus que s'ils n'avaient pas eu cet ennemi. Donc ça leur a servi à tous les deux, cette concurrence. C'est-à-dire... Ça reste du domaine de la raison. Ça reste du domaine de la raison, mais ça va dépasser la raison parce que... La raison commune, la raison romaine. Notre mental, il va falloir le faire travailler pour s'en servir comme tremplin pour peut-être autre chose. Mais, alors, compréhension des arcanes et de travail du mental supérieur. Ensuite, donc, comme nous avons l'esprit, l'âme et le corps, le deuxième travail sera un travail plus rituel. Donc, manipulation des forces de la Kabbale, manipulation des forces naturelles. Par exemple, le 36. Donc, le deuxième plan sera plus un travail rituel. Donc, un travail d'amour. Je comprends le principe du Fils éternel, instant, éternel, point infini. J'essaye de le comprendre par mon mental, et après j'essaye de l'aimer avec mon cœur, et de lui dire que je l'aime à travers un rituel, puisque l'amour rapproche. Et c'est là où avec le mental et le cœur, on essaye de basculer sur une force troisième. Donc le travail rituel, par exemple, c'est la manipulation du 36, ça va être la forge de l'âme blanche, de ce fameux corps de gloire dont nous parlent les traditions. L'âme blanche, c'est aussi l'auréole des saints, etc., etc. Et je vous renvoie un petit peu à mon livre sur le 36, où on essaie de développer un peu ce que c'est que l'âme blanche, ce que c'est que l'âme noire, parce qu'il y a une blanche, il y a une noire, etc. Donc, le deuxième travail, c'est un travail d'âme. Le troisième travail sera un travail énergétique, donc beaucoup plus physique, comme on vient de le voir tout à l'heure, respiratoire. Déblocage, entre guillemets, du karma de nos cellules. Alors qu'est-ce que c'est que notre karma cellulaire? Eh bien c'est notre génétique, c'est ce que l'on hérite de nos parents. Alors ce karma-là est sans doute beaucoup plus présent dans notre vie que l'autre, qu'un karma plus spirituel. Si je suis né dans une famille riche, j'ai cellulairement ce qu'il faut à ma disposition, ce qui n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour évoluer spirituellement. Si je nais dans une famille pauvre, je vais devoir travailler, j'ai pas le même karma physique, et pas du tout spirituel. Troisième travail, donc, ça va être un travail énergétique, formation de notre âme noire et multiplication de nos pouvoirs magiques, ou de nos pouvoirs dans la matière, de nos pouvoirs d'agir sur cette matière. Donc, le travail de l'initié, qui doit être 3 fois grand, trimégiste, donc 3 fois grand, travail philosophique, travail plus rituel dans l'âme, comme un prêtre, et travail plus énergétique, respiration physique. Si on arrive à équilibrer les trois, nous sommes dans les meilleures dispositions pour que descende en nous le Saint-Esprit. Alors c'est ce qu'ont toujours fait nos ancêtres, d'une manière ou d'une autre, et c'est ce que nous allons répéter. Parce que nous ne sommes que les miroirs de nos ancêtres. Il faut dire que nous sommes les pentacles de nos arrière-grands-parents. Alors, les pentacles à travers les âges. J'espère qu'il n'y a aucun historien parmi vous, parce qu'autrement vous allez dire oui, mais historiquement, ce
que vous dites n'est pas forcément ajusté avec les travaux de tel ou tel professeur. Nous allons considérer que l'humanité telle que nous la connaissons, à peu près, l'homo sapiens sapiens, l'homo sapiens qui va croire en Dieu, qui va enterrer ses morts, qui va avoir constaté les forces magiques, qui va avoir constaté les forces de la nature, a démarré il y a à peu près 25 000 ans. Donc un cycle de précession des équinoxes. Alors au début, eh bien, nous avions la forêt enchantée, c'est-à-dire c'était l'époque des druides et des chamans. Qu'est-ce qu'un druide ou qu'est-ce qu'un chaman? Un jour, un homme s'est aperçu qu'en mettant les mains sur une plaie, il y avait une guérison. Mais on s'est aperçu aussi que si lui le faisait, il y avait guérison. Et si l'autre essayait, ça ne fonctionnait pas, ou beaucoup moins bien. Donc il y a une espèce par empirisme, un homme qui s'est révélé être un peu le sorcier du village, le guérisseur du village, qui avait un pouvoir différent des autres. Et puis, celui-là s'est sans doute aussi aperçu qu'en demandant à un arbre précis dans la forêt quelque chose, il obtenait satisfaction. Première opération magique. Alors, pourquoi? Comment? On était dans l'empirisme. Mais en demandant à tel arbre, en allant offrir quelques herbes, quelques nourritures, un quartier de crocodile, si on était en Afrique ou autre chose, à cet arbre, eh ben, on avait satisfaction. Il se passait quelque chose. Alors, est-ce que la force venait de l'arbre? Est-ce que la force venait de l'opérateur, du chaman? Il y a eu un déclic. Donc, certains hommes ont été dotés de pouvoirs différents. Et petit à petit, on a eu le chaman, le druide, le sorcier dans le sens positif du terme, qui est apparu. C'est-à-dire prise de conscience de forces invisibles, prise de conscience qu'il n'y a pas que ce que l'on ne voit pas qui existe, mais il y a aussi d'autres choses que l'on ne voit pas, qui sont invisibles et qui ont un effet direct sur la matière. Et petit à petit, on a découvert les lois de la manipulation de ces forces invisibles. Et ces lois sont à l'origine des religions. Ces lois sont à l'origine des techniques magiques, à l'origine de l'opératif. Et puis, ce premier magnétiseur, ce premier chaman, à un moment, il s'est aperçu, il y avait quelque chose à demander à son arbre, et l'arbre n'était pas là, parce qu'il était à 50 km, et à l'époque, 50 km à pied, ça représentait beaucoup. Alors il a graffité sur une pierre, sur une écorce, l'image de son arbre, et il a demandé à l'image de son arbre, et ça a fonctionné. Premier pentacle. Voilà, ou d'écorce, apparition des premiers supports qui ont été graffités, dessinés et qui ont commencé à donner un résultat. Alors ils se sont aussi aperçus qu'avant d'aller à la chasse au mammouth, si on dessinait sur les parois de la grotte un mammouth, excusez-moi le dessin, mais si on dessinait un mammouth sur la paroi de la grotte, et puis qu'avec les haches et les lances de pierre, on tapait rituellement avec les chants, on faisait des danses, et si on tapait rituellement sur l'image du mammouth dans la grotte, la chasse était plus facile, il y avait moins de blessés, et on arrivait plus facilement à trouver l'animal. Donc, les tribus, sélection naturelle, les tribus qui appliquaient cette technique magique mangeaient mieux que les autres. Donc ce sont ces tribus-là qui sont devenues prédominantes. Utilisation de la magie, utilisation de la loi de la sélection naturelle. C'est ce qu'il y a de plus fort qui survit, et ce qu'il y a de moins fort qui devient l'esclave de ce qu'il y a de plus fort. Donc, apparition
des premiers signes, et dans certaines grottes, on a retrouvé en effet sur les peintures des éclats de pierre, comme si on avait frappé les peintures avec des objets. Donc c'était bien une espèce de... Est-ce que c'était un rituel, on va dire, religieux, symbolique, peu importe s'ils le faisaient, c'est que ça devait être efficace. Tout du moins, dès l'instant où ils y croyaient, ils étaient eux-mêmes plus efficaces dans leur démarche. Et après, on va passer quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que on va passer de l'apparition de ces premières manipulations, de ces premiers signes magiques, de ces premières peintures, sur une forme plus codifiée de ces signes qui va déboucher sur l'apparition de l'écriture. Contactez CEAPS au 561 324 3957 38 26 54 90 47 19 77 27. Email ceaps centre@commercial gmail.com.